Ici on entre dans le local pompe à chaleur. On a une pompe à chaleur de 150 kW de puissance. Pour une pompe à chaleur de type RO, c'est beaucoup. Alors ça se traduit par des très grandes gaines pour apporter l'air. On va puiser les calories dans l'air jusqu'à des températures négatives, jusqu'à moins 10 degrés. Ici on a une pompe à chaleur qui peut fournir encore une prestation de chaleur jusqu'à moins 10 degrés sans problème. La particularité de ce bâtiment est qu'il est affecté à des entreprises. Donc on a beaucoup d'utilisation de stockage et on a également des bureaux, donc on a une affectation multiple. On a eu 4000 m² de disponibles pour disposer à peu près 3000 m² de panneaux solaires photovoltaïques. Le bâtiment a été conçu aussi pour ne pas avoir trop de besoins ni en chaud ni en froid. Donc on est, par exemple, en ce moment, on est dans une période à mi-saison et on voit que le bâtiment est à l'équilibre. Enfin, chaque équipement n'est pas compliqué en soi. Par contre, d'avoir l'ensemble des équipements ensemble pour un fonctionnement optimal, ici on obtient, c'est ça qui donne cette complexité. Donc d'un côté le photovoltaïque en toiture, d'un autre côté la pompe à chaleur RO réversible qui produit du froid et qui produit du chaud selon les besoins, et puis aussi la production gaz qui vient en appoint. Donc il y a des difficultés à passer d'un système à l'autre, comment fonctionne un système en fonction de l'apport de l'autre. On observe le comportement du bâtiment, on voit s'il y a des dérives ou pas, et puis après ça on donne les instructions aux différents corps de métier pour qu'ils puissent régler au mieux les installations en fonction des interactions d'une installation avec l'autre. Par exemple, on va dimensionner un bâtiment et on va faire le concept énergétique pour arriver par exemple à, disons, 100 mégajoules par mètre carré chauffé. Et puis on observe qu'on est plutôt à 200 mégajoules, donc on a 2 fois plus d'énergie au final. Pourquoi? Alors oui, d'une part, il y a l'utilisateur qui va peut-être utiliser plus d'eau chaude que prévu. Il y a peut-être aussi, il va peut-être ouvrir plus les fenêtres que ce qu'on avait anticipé, moins jouer avec l'apport solaire, donc avoir des stores fermés quand il y a un apport solaire possible l'hiver. Ça, c'est une composante de la dérive, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi le réglage des installations, toutes ces choses-là qui font que la performance est atteinte ou pas. So our role in the Energy Performance Gap project was to analyze the Swiss building stock at a statistical level, so using large numbers of buildings to understand trends in energy demand and also trends in energy demand changes with renovation. If you take the energy consumption from the label before the retrofit and the energy consumption from the label after retrofit, and you compare this with the energy consumption from the energy bills before and after the retrofit, you tend to find quite a big gap. So you find a big difference in the expected energy saving based on the labels and the actual energy saving based on the energy performance. However, what we do find is that if you take the energy consumption before retrofit from the real consumption, so from your bills, and then you compare this with what you expect to get after the energy label, so based on the calculation from the label, you will actually achieve most of the savings you expect if you use this method of calculation based on monitored data instead of only on the label data. And we think this is a good way to avoid disappointment, shall we say, after retrofit, because this way you can get a very realistic estimation of what you will really save on your energy bills. Oui, alors effectivement, c'est un bâtiment de 1952 avec une isolation d'époque et des systèmes de production de chaleur d'époque. Donc on était ici au mazout et puis on a basculé vers une rénovation très importante avec une très grande ambition énergétique. Le bâtiment présentait des balcons et puis pour traiter ces balcons, obtenir vraiment une performance plus grande du point de vue de la consommation d'énergie, la décision assez forte a été de recouvrir les balcons avec des loggias et que l'on peut ouvrir très facilement avec des fenêtres très légères pour le confort estival, donc l'été. Ouais, non, je regrette absolument pas mon balcon parce que à la bonne saison, on peut ouvrir les fenêtres, hein, c'est des fenêtres pliantes, on peut l'utiliser comme balcon. Et puis au moment où il ferait un peu plus mauvais temps ou un peu plus frais, on referme les fenêtres et on retrouve notre loggia. On voit aujourd'hui qu'il fait relativement froid, donc ces loggias sont plutôt fermés. Ça donne aussi au niveau du confort pour l'habitant une autre, un peu plus de surface à vivre en hiver notamment. Et ça permet d'avoir une température tout à fait correcte tout en n'étant pas chauffé. La décision aussi d'aller loin au niveau d'ambition énergétique a permis aussi d'atteindre des résultats après réalisation bien meilleurs que dans d'autres cas de rénovation
partiel où on touche uniquement les fenêtres ou la toiture. Et on voit que dans d'autres cas où on peut avoir un effet rebond avec des consommations après rénovation plus importantes que ce qu'on a avant rénovation, ici on ne l'a pas du tout, donc on se rapproche vraiment des valeurs théoriques. Personnellement, moi je chauffe plus depuis que c'est isolé, donc c'est quand même un gain assez net de confort et d'aménagement dans les appartements.